donner, de poser le cadre de ces rencontres, nous allons aborder la notion de patrimoine, puisque vous le savez, c'est au cœur du label Forêt d'exception qui reconnaît la valeur patrimoniale des forêts. Et on entend même par là les patrimoines, puisqu'on parlera de patrimoine naturel, sylvicole, culturel, historique et paysager. Pour en parler, je vais demander à nos deux intervenants de me rejoindre sur scène. Ils sont membres du Comité national d'orientation de forêt d'exception, Véronique Dacier, qui est anthropologue au laboratoire Héritage et qui a pour tutelle le CNRS, Cergy Paris Université et le ministère de la Culture. Venez par ici, Véronique, et Jérôme Buridan, qui est professeur de biogéographie à l'Université de Picardie-Jules Verne et président du Comité national d'orientation forêt d'exception. Merci Pauline pour ton aide. Alors, oui, Véronique, on va vous donner la parole. En premier, on aura ensuite l'intervention de Jérôme et puis un temps de questions-réponses. Et donc, Véronique, vous allez nous parler du lien entre l'arbre et la forêt qui font patrimoine. Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette invitation. Alors, on l'a déjà vu à travers ce qui s'est dit jusqu'à présent, il y a une forme d'évidence à la valeur patrimoniale des forêts. Il en a déjà été question, que ce soit pour les forestiers, mais aussi plus largement tous les amoureux de la forêt aujourd'hui, et que l'on interroge des professionnels de la foresterie ou le grand public. Aimer les forêts, vouloir les préserver et en prendre soin relève désormais d'une forme de consensus. Tout ceci invite donc à voir les forêts comme un bien commun doté d'une patrimonialité exemplaire. Et pour autant, cette notion même de patrimoine induit une complexité des valeurs qu'elle recoupe et qui fait qu'on n'entend pas toujours la même chose quand on associe les forêts à un patrimoine. Bon, la multiplicité des objets patrimoniaux en atteste, puisqu'on parle aussi bien de patrimoine culturel, de patrimoine naturel, de patrimoine génétique, de patrimoine bâti, de patrimoine matériel, de patrimoine immatériel, de patrimoine économique, de patrimoine sensible. Bref, toute une diversité de situations qui nous perd un petit peu finalement. Donc, pour comprendre quels ingrédients finalement nourrissent une valeur que l'on pourra appeler de patrimoniale, s'agissant des forêts et des arbres, je vous propose de nous plonger, de refaire un petit retour dans l'histoire culturelle et dans la manière dont cette notion de patrimoine culturel s'est instituée. Et curieusement, force est de constater que les forêts, justement, n'y sont pas totalement étrangères. Alors, qu'entend-on par la notion de patrimoine culturel ? Donc, patrimoine culturel, c'est une notion qui implique deux éléments fondamentaux: conserver, donc je vous ai mis cette petite boîte de conserve, et transmettre aux générations futures. Donc conserver, c'est qu'il s'agit d'éviter la disparition de quelque chose, et transmettre, car c'est au nom de la jouissance des générations à venir que l'acte conservatoire s'impose maintenant. Donc ces deux actions sont liées à une démarche patrimoniale et découle de cela une propriété qui est spécifique. On parle d'inaliénabilité, c'est-à-dire que ces biens n'appartiennent pas en propre à quelle quantité que ce soit, mais qu'un principe supérieur implique leur lien avec un collectif générique qui va lui-même désigner ses passeurs pour en assurer la continuité. Donc l'invention de cette forme de patrimonialité remonte à la Révolution française, quand la monarchie fait place à la République. Et à ce moment-là, les biens de la noblesse deviennent les biens communs de la nation au nom de l'édification du peuple. A priori, donc, les forêts ne semblent pas vraiment concernées. Et pourtant, rappelons que l'institution de la nation, justement, donc ce système centralisé et codifié, repose aussi sur la mise en place d'une politique d'aménagement du territoire, elle-même centralisée et codifiée, et cela au moment où la France s'affirme à travers ses conquêtes territoriales, et ça a été rappelé ce matin, d'une marine capable d'explorer ces mondes lointains. Donc maintenir une puissance par une flotte militaire implique désormais de porter attention au renouvellement de la ressource forestière, ce qui conduit aux premières mesures de protection patrimoniale. Donc c'est une logique économico-militaire qui guide alors
cette politique conservatoire, mais qui est déjà d'emblée pensée vers l'avenir. La logique patrimoniale d'État est donc née à ce moment-là, ce qui aussi extrait le patrimoine de la sphère strictement familiale qu'elle impliquait jusque-là. Et on le voit, cette valeur patrimoniale des forêts articule ainsi d'emblée une pensée de la ressource articulée à une logique économico-militaire au nom d'un collectif national. Alors vous me direz, on est bien loin de ce qui peut se passer aujourd'hui au XXe et XXIe siècle, puisqu'on assiste aussi à une inflexion de cette valeur patrimoniale. Aujourd'hui, les bois de marine sont résiduels et la nécessité de préserver les forêts, pourtant, n'a pas faibli. Je pourrais multiplier les exemples de mobilisation de défenseurs des forêts, comme sur cette photo, c'est des habitants des Yvelines qui manifestaient en mars dernier, pancarte en main, contre des coupes réalisées par l'ONF. Les revendications de ces défenseurs des forêts sont très contrastées. On peut parler de lutte contre le réchauffement climatique, de protection d'une faune sauvage, protection de la biodiversité, des sols, protection d'un paysage, d'un plaisir esthétique ou d'une forme de bien-être, mais aussi dénonciation d'une logique économique ou revendication par rapport à la possibilité d'avoir une pratique sportive, une promenade en forêt ouverte. On le voit à travers tous ces thèmes apparemment sans lien les uns avec les autres, il y a quand même un point commun, puisque ce sont des valeurs morales, le bien, le beau, le bon, qui prennent le pas sur celles qui étaient autrefois associées à la ruralité, qui était plus axée sur un usage du bois lui-même. Donc la forêt est devenue ainsi un espace générique qui est garant de valeurs qui sont elles-mêmes des valeurs génériques et qui débordent donc les seuls ancrages locaux des populations qui la côtoient et qui se mobilisent donc pour protéger au nom de la préservation d'un bien commun. Il y a donc un processus de mise en affection qui alimente une valeur patrimoniale et qui implique aussi, paradoxalement, pour cette production de cette valeur hautement symbolique, l'extraction d'autres registres de la valeur matérielle et en particulier le registre économique. Au même titre que n'importe quel objet d'affection patrimoniale, cette valeur symbolique s'enfle à travers la négation justement d'autres valeurs qui seraient jugées trop matérialistes, ce qui est le cas de la valeur économique. Donc ceci nourrit désormais des conflictualités assez récurrentes, même si les conflictualités forestières, bien sûr, ne sont pas nouvelles, il y en a toujours eu, mais elles prennent aujourd'hui une inflexion nouvelle. Et ce que l'on peut constater, c'est que alors qu'elles opposaient jusque-là un propriétaire ou l'État qui était en quelque sorte se posait en tant que garant protecteur d'un patrimoine arboré, confronté à des usagers qui étaient eux des coupeurs de bois, la situation s'est en quelque sorte inversée, puisque toute coupe d'arbres prend une tonalité émotionnelle très forte pour des populations qui y voient une sorte de violation de leur patrimoine commun face à une administration qui, du coup, devient suspecte de dérives commerciales propices aux abattages, alors qu'elle devrait être la garante de sa pérennité. Donc ces passions qui attisent le monde forestier révèlent que les forêts sont justement dotées d'une valeur qui dépasse largement les seuls enjeux écologiques ou de subsistance et qui amène finalement à penser des questions sociétales beaucoup plus larges. Pour n'en donner qu'un exemple parmi une multitude, en 2013, un mouvement protestataire en Turquie, surnommé le Printemps turc ou Occupy Gezi, est né de l'opposition de riverains à la destruction d'un parc arboré, menacé alors par un projet immobilier dans le centre de la ville d'Istanbul. Cet exemple lointain fait écho aussi à de nombreuses mobilisations que l'on peut voir en France, mais dans ce cas-là, il est frappant de voir que ce petit mouvement local a finalement pris une ampleur considérable pour atteindre des milliers de manifestations et pour des arguments qui ont bien sûr largement dépassé l'horizon de ce parc. Ce type d'attachement que l'on retrouve un petit peu partout dans le monde et sur le continent européen révèle aussi l'impact symbolique de cette présence des arbres dans ces enjeux,
Un autre exemple que je prendrai, c'est cet abattage de l'érable sycomore de Gap en Angleterre en 2023, qui a marqué largement les esprits et qui s'est diffusé aussi, cette image que vous voyez, s'est diffusée largement au niveau international. Et on voit à travers cette image que ce qui est mis en évidence, c'est une véritable scène de crime. Donc, derrière cet acte de malveillance, c'est un acte criminel qui est bien mis en avant. Donc, cette présence d'un corps allongé sur le sol renvoie à tout ce qui peut être mis en place autour d'une enquête policière comme s'il s'agissait d'un corps humain. Donc, pour conclure, car notre temps est compté, l'usage de la ressource arborée qui est impliqué à travers tout l'art qui s'est mis en place autour de la gestion de la nature et qui impliquait, vous voyez, un art de composer avec la nature qui plaçait finalement l'homme en supériorité par rapport à la nature, que ce soit par une parfaite maîtrise de l'art des jardins à la française ou des jardins à l'anglaise. Mais l'action de l'homme, en fait, en cette période d'anthropocène, s'inverse. Maintenant, désormais, toute action de l'homme sur la nature devient suspecte, contraire à ce qu'il faut, puisque désormais, tout se passe comme si bien faire avec la nature revenait à ne rien faire, ce qui fait que, bien sûr, les actions des forestiers sont d'autant plus compliquées aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci. Jérôme Buridan, vous allez nous expliquer le lien étroit entre forêt d'exception et patrimoine. Effectivement, on m'a demandé de travailler sur les liens entre forêt d'exception et patrimoine. Je suis spécialiste d'écologie historique, d'écologie forestière et pas de science du patrimoine, mais j'ai une vision assez générale en tant que président du CNO de tout ce qui s'est fait au sein des forêts d'exception, et je vais essayer assez rapidement de brosser ces liens et de voir comment ça a pu s'articuler depuis la naissance du label forêt d'exception en 2007 et la première labellisation de la forêt de Fontainebleau en 2012. Il faut revenir, et M. Valienne l'a déjà précisé tout à l'heure, sur la naissance de ce label, puisque en 2007, l'idée qui avait été déposée, c'était l'idée d'un label forêt patrimoine, et malheureusement, eh bien, la marque forêt patrimoine était déjà posée à l'INPN, à l'Institut national de la propriété industrielle, pardon, par une société qui vendait du patrimoine forestier, et toute cette genèse du label est synthétisée dans un chapitre de l'ouvrage de Paul Arnoux, Au plaisir des forêts. Paul Arnoux avait été avant moi président du CNO, et dans un article rédigé par Paul Arnoux et Christelle Gernigon qui s'appelle Label au bois dormant, que je vous invite à revoir. Donc, mon intervention pourrait s'arrêter là. Hein. Au départ, eh bien, le label devait s'appeler Forêt Patrimoine, et puis c'est devenu Forêt d'exception. Mais je vais essayer d'aller au-delà, et puis de voir en quoi on a pu travailler, vous avez pu collectivement, à votre échelle, travailler sur cette notion de patrimoine et générer des processus de concertation pour faire émerger, protéger, valoriser des patrimoines. Je vais revenir sur ce terme parce que c'est un terme polysémique qu'on peut retrouver partout, qui peut avoir des sens différents. Je reprends certains auteurs et puis j'essaye de synthétiser ça. Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine? Un patrimoine, c'est un héritage qui prend une valeur, mais une valeur qui n'est pas intemporelle, une valeur pour une période, une valeur actuelle, et que l'on considère, nous, à l'échelle de notre génération, comme étant méritant d'être transmis aux générations futures. Donc à partir de là, eh bien, on peut avoir plusieurs outils qui permettent de faire émerger des patrimoines, des valeurs patrimoniales et de transmettre ces patrimoines. Et dans ces outils, on peut avoir des labels il y a beaucoup de labels qui permettent l'identification et la valorisation des patrimoines. On a dans Forêt d'exception
des labels qui s'articulent avec le label forêt d'exception, notamment les parcs naturels régionaux, notamment Grands Sites de France ou le label patrimoine mondial. Mais le label forêt d'exception est un label spécifique des forêts domaniales, articulées parfois avec des forêts des établissements publics. Est-ce que des communes, est-ce que c'est un bon outil permettant d'œuvrer à l'émergence et à la conservation des patrimoines forestiers? Je ne vais pas vous dire non, mais je vais essayer de décortiquer le processus et de voir en quoi ça a permis de faire émerger ces notions de patrimoine, de le travailler et peut-être de mettre le doigt sur des éléments qui me semblent, à mon avis personnel, encore à travailler, peut-être des angles morts. Voilà. Donc, je vais reprendre les trois compartiments, hein, héritage, valeur et transmission. C'est à mon sens l'identification de la valeur, donc la deuxième partie qui me semble la plus importante, mais il faut reprendre les trois compartiments. D'abord, mettre en regard les différents héritages propres aux espaces forestiers. Quand on est face à un espace forestier, on est face à un héritage. Quand on est face à des peuplements forestiers, on est bien sûr face à l'héritage du travail de plusieurs générations, de nombreuses générations de forestiers. On est face à des héritages génétiques ou à des niches écologiques. On le voit par exemple dans les hêtres de la Sainte-Baume, dans les fous de Verzy, ça a été bien étudié. Et je pense que là, il y a une marge de manœuvre dans le contexte de changement climatique sur les études génétiques, puisqu'on voit que les peuplements résistent de manière très inégale au changement climatique. Et là, on a des héritages génétiques sans doute à travailler avec des instituts de recherche, et ça peut être aussi intéressant. Bien entendu, on a des assemblages d'espèces héritées d'anciens usages de sol. On pourrait travailler sur cette dichotomie entre forêt ancienne et forêt récente, mais elle est très simpliste. Et en fait, quand on rentre dans le détail, on a une mosaïque d'habitats et de biodiversité qui sont liés à des sylvicultures qui sont anciennes ou des usages du sol qui sont anciennes, des patrimoines archéologiques et historiques qui ont été travaillés dans toutes les forêts d'exception. Là, quelles que soient les forêts d'exception, il y a eu, je pense que les forêts d'exception n'ont pas toutes été couvertes par du lidar, mais vous avez été précurseurs dans l'utilisation du lidar et dans l'intégration des données lidar dans la gestion conservatoire des sites archéologiques en forêt. Et là, franchement, bravo pour tout le travail qui a été fait. Et puis, dans certaines forêts d'exception, il y a un travail qui a été fait sur le patrimoine culturel, sur les mémoires, sur les représentations de la forêt. Et dans le dernier dossier que le CNO a examiné, celui des volcans de la Martinique, il y a une véritable originalité là qui porte sur les aspects culturels et sur les récits et les mémoires. C'est des éléments qui sont importants et qui peuvent être aussi davantage travaillés dans certaines forêts d'exception parce que, à mon avis, il y a encore une marge de travail qui est importante à faire. Donc, différents héritages et qui ont permis de dépasser l'opposition qui était très simpliste entre patrimoine naturel et patrimoine culturel. Je n'invente rien, vous le savez très très bien. La forêt est héritière d'un long dialogue entre les hommes et la forêt. On a souvent des dynamiques de plantation. Alors, on voit Arcachon avec le boisement des dunes littorales. Là, les périmètres de RTM, par exemple, à Boscondon, les boisements de la zone rouge à Verdun. Et quasiment dans toutes les forêts, on a eu des dynamiques de plantation. Et donc, les héritages que l'on a sont des héritages qui sont à la fois naturels et culturels. Et même la question de la régénération naturelle, elle est accompagnée par l'homme. Ce sont des techniques sylvicoles qui sont des savoir-faire très fins. Et donc, en fait, c'est aussi culturel et technique et scientifique que naturel. Donc, on a un dialogue entre l'homme et la nature qui est très ancien et qui font que ce qu'on a sous les yeux, c'est un héritage, mais l'héritage d'un dialogue entre l'homme et la forêt. Et puis, dernier point de cette première partie, ce label forêt d'exception a permis de travailler sur les lieux de mémoire, qui sont des angles importants dans la patrimonialisation, au lieu de spiritualité, au lieu de la Grande Guerre et, de manière plus secondaire, de la Seconde Guerre mondiale, au lieu de la botanique et de la sylviculture, bon, le diaporama est un peu décalé, au lieu de l'art, par exemple, en forêt de Fontainebleau, hein, on a beaucoup d'éléments de lieux de mémoire qui ont été travaillés et qui font l'originalité de certains dossiers
forêt d'exception. Voilà. Alors, je vais donc le dernier point, qui est un point qui me semble important, dont j'ai parlé à propos du dossier des volcans de Martinique, c'est l'intégration des patrimoines immatériels. L'intégration des patrimoines immatériels est inégale selon les dossiers. On l'a vu avec la futée régulière du chêne patrimoine culturel immatériel, mais on peut, à mon avis, travailler encore davantage sur les savoir-faire techniques, notamment sur les savoir-faire de la sylviculture. Les forestiers sont un peu humbles dans leur métier. Or, ils ont dans les mains un savoir-faire qui est issu d'un savoir technique d'une très grande précision, d'un très grand savoir, et ça c'est vraiment à valoriser, c'est vraiment à mettre en valeur. Et puis il y a la question de la mémoire vivante. On a des générations qui disparaissent et il est urgent de faire de la collecte de mémoire vivante sur les métiers du bois, sur la mémoire des forestiers. Certaines forêts d'exception s'en sont emparées, mais je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre qui peut être intéressante dans le contexte actuel. Donc là, il y a peut-être des éléments importants. J'en viens au deuxième point qui est, à mon sens, le point le plus important, c'est l'identification de la valeur d'un territoire forestier. La patrimonialisation, c'est pas une affaire de spécialistes. C'est pas quelque chose qui peut être imposé par le haut, par des spécialistes du patrimoine. Les spécialistes du patrimoine, ils sont là pour faire de l'inventaire, pour vous aider dans les inventaires et la conservation. Mais ce qui fait patrimoine, eh bien, ça sort d'une identification collective et d'un processus collectif. J'ai souvent tendance à dire, j'ai pas mis de forêt ici, de dire que ces valeurs, elles changent selon les générations, elles changent selon les époques. Au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on inventoriait? On inventoriait des châteaux, on inventoriait des abbayes. Dans la mission héliographique de 1851, on photographiait des cathédrales et des châteaux de la vallée de la Loire. À partir des années 70, on a inventorié du patrimoine industriel parce que ça faisait sens pour ces générations, notamment en Belgique, par exemple, le site exceptionnel du Grand Tornu. Aujourd'hui, on est en train d'inventorier et protéger des cinémas des années 50, des garages des années 50, des barres d'immeubles des années 60. Je dis toujours à mes étudiants que dans une vingtaine d'années, on va classer monuments historiques des péages d'autoroute. Parce que les péages d'autoroute, ils vont disparaître, et dans quelques années, on n'en aura plus, et ça sera patrimonialisé. Et donc, ce travail sur les valeurs, c'est un travail constant. On ne peut pas mettre sous cloche, en fait, un patrimoine. Ces valeurs, elles changent au fur et à mesure du temps. Et dans le contexte de changement climatique, eh bien, les valeurs sont aussi en train de changer parce qu'il y a des patrimoines qui sont fragiles et qui méritent une attention particulière. Donc, c'est un processus collectif et l'intérêt du label Forêt d'exception, c'est de travailler dans ce processus collectif avec une gouvernance qui est propre à chaque forêt, un dossier de labellisation qui porte sur l'esprit des lieux et un contrat de projet qui reporte sur des valeurs partagées. Et à mon avis, c'est ça qui fait la force de Forêt d'exception, c'est que ça repose sur du dialogue territorial. Et si on veut faire émerger des valeurs patrimoniales, eh bien, c'est par un travail collectif avec les acteurs du territoire, avec les élus, avec les membres d'associations qu'on peut véritablement mettre en avant ce patrimoine. Quel type de valeurs? D'abord l'esprit des lieux. L'esprit des lieux, c'est un élément qui est important et qui est un élément d'attention du Comité national d'orientation. L'esprit des lieux, c'est à la fois des éléments matériels, mais aussi des éléments immatériels qui doivent être réfléchis collectivement et partagés collectivement. Et ça, c'est aussi un élément important. Le terme forêt d'exception pourrait donner l'impression qu'on va mettre en avant des éléments qui sont exceptionnels et donc remarquables. Mais quand on protège, il faut aussi protéger du représentatif. La biodiversité extraordinaire, c'est important, mais la biodiversité ordinaire, elle est importante, c'est elle qui fait fonctionner l'écosystème. Et donc, on a des éléments aussi à faire rentrer dans ce qui peut être représentatif d'un territoire et être représentatif de l'identité d'un territoire. Le paysage, j'aime beaucoup cette entrée paysage parce qu'elle parle à tout le monde, elle parle aux habitants et elle permet de se raccrocher à énormément d'éléments à la fois techniques, esthétiques, mémoriels et personnels.
Si on veut assurer la transmission des patrimoines forestiers, et je vais terminer par ça, on a toute une chaîne opératoire qui est la chaîne de l'inventaire, de la protection, éventuellement de la restauration, de la conservation et de la valorisation. Je peux aller un peu plus vite parce que ça, ce sont des instruments techniques qu'on maîtrise bien et que vous maîtrisez tous bien à votre échelle. Dans l'inventaire, on a tout un tas d'outils qui sont l'inventaire national du patrimoine naturel, l'inventaire régional du patrimoine culturel, la carte archéologique, ça a été beaucoup travaillé. Il y a peut-être à travailler davantage avec l'inventaire régional du patrimoine culturel. Hein. Là, il y a peut-être une marge de manœuvre, mais pour l'inventaire national du patrimoine naturel, vous avez fait un très gros travail. Sur la carte archéologique, avec les données LIDAR, vous avez fait un gros travail. Et puis, il y a beaucoup d'angles morts, des choses qui peuvent être difficilement inventoriées ou surtout difficilement protégées, notamment le petit patrimoine, les fontaines, les maisons forestières, les poteaux de carrefour. Et là, ça peut être de l'inventaire participatif, ça peut embarquer du monde, et ça peut être intéressant. La protection, là aussi, on a des outils qui sont très très nombreux, des boîtes à outils réglementaires qui sont souvent efficaces. Je pense par exemple au lien entre réserve naturelle nationale et forêt d'exception du Val-Suzon, mais dans toutes vos forêts, vous avez des liens très importants avec des périmètres de protection. Donc, vous connaissez tous ces éléments. ZPPA, c'est les zones de protection du patrimoine archéologique. Et puis, il y a la question des angles morts. Comment protéger les angles morts, des petits éléments du petit patrimoine qui ne peuvent pas être protégés par des grosses mesures de protection. L'inventaire peut être déjà des prémices de protection, en tout cas de prise de conscience de l'importance de ces éléments. Des labels pour les arbres remarquables de France, peuvent être aussi des éléments qui contribuent à l'identification de cette importance et à la protection, même si ce ne sont pas des cadres de protection. La restauration, on en a parlé, avec le règlement sur la restauration de la nature, qui ressemble un petit peu aux objectifs qu'on avait avec la directive cadre sur l'eau et avec la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, c'est-à-dire atteindre le bon état des eaux d'ici une certaine période, là atteindre un bon état écologique. Mais quand on restaure, on se pose toujours la question des états de référence, et ça c'est une question scientifique qui est jamais bien tranchée, qui est complexe et qui demande une évaluation collective. Qu'est-ce qu'on veut comme état de référence? Et ça pose des problèmes importants. Et puis, comme on est dans un environnement incertain, on va vers des aménagements agiles, et les forêts d'exception peuvent être un territoire pour expérimenter des aménagements agiles et pour tirer l'expérience de pratiques sylvicoles locales qui sont originales et qui peuvent être porteuses d'avenir, notamment en termes d'adaptation au changement climatique ou de maintien de climat forestier. Je termine sur le dernier point, valoriser et accueillir. Là, on a un défi, on veut protéger, on veut conserver, mais on veut aussi assurer l'accueil du public. Et comment assurer ces deux éléments contradictoires? Je vous réfère à un article assez général sur patrimoine et développement soutenable, enjeux et défis du tourisme. C'est un véritable défi. Et puis Pauline a rédigé un article, j'y ai contribué de manière plus modeste, dans les Annales des mines, qui sera paru en juillet 2025, où on s'interroge sur l'outil forêt d'exception, et on voit que selon les forêts, selon les enjeux, on peut avoir des attitudes ou des stratégies locales qui peuvent être très différentes, qui peuvent être des stratégies d'attractivité ou au contraire des stratégies de diffusion du public sur des portes d'entrée différentes, et ça peut aller sur des stratégies des équipements, de désaménagement. On l'a vu par exemple sur certains points en Chartreuse, et donc il y a une adaptation locale à des réalités locales particulières pour essayer au mieux de préserver ces patrimoines. Donc je termine pour vous dire que ça m'a semblé depuis 2012 être, le label forêt d'exception, un outil, une plateforme d'innovation en matière patrimoniale. D'innovation parce que on a un outil spécifique à des territoires forestiers, ce qu'on n'avait pas auparavant. Et puis surtout,
on a une démarche collective intégrée. Et la valeur, elle ne peut être travaillée que collectivement. Et là, vous avez un outil qui a montré son efficacité en matière d'émergence de nouveaux patrimoines et de dialogue entre patrimoine naturel et patrimoine culturel. Catalogue d'expériences nombreuses et variées que vous aurez, j'espère, dans les jours à venir, sinon dans les semaines à venir, dans le recueil d'actions 2025 que tout le monde attend avec impatience. Voilà, merci beaucoup. Et on va terminer par quelques photos du CNO. Merci. Merci beaucoup, Véronique Dacier, Jérôme Buridan. On a le temps pour prendre une ou deux questions dans la salle. Ok, juste un petit mot. Merci pour ces interventions extrêmement riches. Un petit mot sur le paysage, parce qu'on a bien vu qu'il était un peu au carrefour des différents types de patrimoine. Il en fait un peu la synthèse, il essaye d'en faire la synthèse. Et il y a une sorte de paradoxe que je voudrais vous faire partager sur les forêts. Les politiques publiques du paysage sont nées en forêt. Sont nés à Barbizon avec le tout premier acte public de protection d'un espace sur les motifs paysagers qui sont les séries artistiques de Barbizon par Napoléon III en 1860 quelque chose. Et puis c'est curieux parce qu'aujourd'hui on a du mal à ce que les démarches paysagères soient introduites en forêt. On a du mal parce que tout simplement la vision classique qu'on a du paysage c'est de percevoir, c'est de regarder. Or en forêt le regard ne porte pas loin, sauf dans les clairières ou sauf sur des promontoires. Donc c'est un peu compliqué, mais il y a quand même chez vous à l'ONF, ils sont un peu modestes, mais ils sont dans la salle en grande partie, des paysagistes, des professionnels du paysage, paysagistes ou pas, qui travaillent ensemble, qui sont vus il n'y a pas très longtemps à Verdun, je crois, et qui ont même publié un texte que je vous recommande chaudement. C'est dans le collectif que je préside, collectif Paysage après pétrole. Le texte est en ligne, ça s'appelle Signé Pape, le numéro 77 sur notre site, que je vous donnerai tout à l'heure si vous voulez, et ça s'appelle Plus belle la forêt. Et ça montre comment, dans les forêts, on peut faire du paysage, et on peut notamment constater tous les défis que notre période de l'après-pétrole, de l'Anthropocène, pose à la forêt. Voilà, donc Signé Pape numéro 77, un peu de pub. Et je l'ai relu récemment parce qu'on est en train de relire les épreuves d'un bouquin dans lequel il va être inclus et qui sortira à la rentrée et dont je vous parlerai si vous voulez. Voilà, merci à tous et bravo. Merci pour ce partage. Ah oui, j'ai pas cité le nom des collègues qui sont dans la salle. Laurence Lelegard-Moreau, membre du CNO, et Valérie Morat. Elles doivent être quelque part par là. Ah, allez, voilà, toutes les deux. Merci à toutes les deux. Je voudrais... Une réaction ? Ouais. Je voudrais compléter sur le paysage, parce que dans les premiers dossiers forêt d'exception, le paysage n'était pas très valorisé, et on sent que vraiment il y a une appétence pour le paysage et que ça monte aujourd'hui dans les dossiers. Dans le contexte de changement climatique, on est face à une mutation très rapide des paysages et on s'en rend compte, nous, aujourd'hui. La mise en place d'observatoires photographiques des paysages est, à mon avis, quelque chose d'important, qui est un outil de médiation qui est important et un outil d'observation. Mais je pense que dans l'avenir, on va avoir les scientifiques vont avoir beaucoup de travaux de prospective menés dans les forêts d'exception ou dans des living labs. Et dans ces travaux de prospective, eh bien, l'angle paysage va être un angle très très important parce que ça parle à tout le monde peut se projeter. Et c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser et mobiliser au service de la prospective. Merci. Est-ce qu'on a une question pour Véronique, peut-être ? Ok, très bien. Eh bien, merci à vous deux. Nous allons aborder notre première séquence thématique. En quoi les forêts d'exception préservent-elles les patrimoines ? Donc, on va aller plus loin sur cette notion de patrimoine que l'on vient d'introduire. Donc cette séquence, on aura 4 belles expériences qui nous seront partagées. On va commencer par appeler Grégory Dron, chef de projet forêt d'exception de la Sainte-Baume, qui va présenter les actions menées de façon concertée sur le territoire autour de la célèbre étrai relictuelle. Bonjour à tous.
Donc, je vais vous présenter la Sainte-Baume, un petit élément de contexte. Donc, on est sur une forêt domaniale qui, à la base, faisait 138 hectares, qui s'est agrandie à 2200 hectares dans les années 50-70 parce qu'il y a une forte volonté politique de préserver ce joyau. Hein. Donc, les 138 hectares de la forêt, initialement, donc, ils étaient dans le cœur de la vieille forêt, qui se situe ici, où on avait une forêt qui a toujours été préservée, hein, qui est une forêt religieuse, puis royale, puis qui est sous gestion ONF depuis sa création. Il y a 2 enclaves dans la forêt domaniale. C'est la grotte Marie-Madeleine, qui est issue d'une modélisation 3D, qui se situe par ici, et l'enclave des Dominicains, donc l'hôtellerie de la Sainte-Baume. Donc cette forêt domaniale, forêt d'exception, donc 10e forêt d'exception labellisée, donc en 2018. Elle se répartit donc sur 4 communes, donc le Plan d'Ops, et donc la plus au sud, Saint-Zacharie, Nance-les-Pins et Rougier. Donc on est sur une forêt très particulière donc sur ce secteur-là, et on va avoir des forêts plus méditerranéennes au nord. Le gradient altitudinal, il est assez important, hein, puisqu'on est en gros de quelques centaines de mètres au nord pour arriver à 1200 mètres d'altitude au sud. Donc on a un contexte du coup climatique très particulier qui nous fait, qui explique la présence du hêtre dans la Sainte-Baume. Sur donc la présence du hêtre, il y a eu des études pédoanthropologiques qui ont été réalisées parce qu'il y avait une question qui se posait: est-ce que le hêtre a toujours été là ou est-ce qu'il a été importé par les religieux, notamment les dominicains? Donc les résultats ils sont tombés. Donc on a eu des relevés donc au charbon, dans des charbons, donc 2000, 4000, 5000. Le dernier, je crois qu'il était à 9600 ans. Donc le hêtre est bien issu des dernières glaciations, et il s'est venu se réfugier donc dans la Sainte-Baume. Donc c'est pour ça qu'en 2009, il y a eu en parcelle 7, donc un corps de forêt, une unité conservatoire qui s'est mis en place pour préserver la génétique de la hêtraie et pour l'étudier. Donc, il faut savoir qu'il y a une partie des hêtres qui ont été replantés à Verdun par le projet Giono, c'est de la migration assistée, ça a été élevé en pépinière et ils ont été replantés en forêt domaniale de Verdun. En parallèle à ça, il y a des études qui sont menées donc pour faire du suivi de régénération donc, dans sa unité conservatoire. On a des petits problèmes de régénération en cœur de forêt. En 1973, donc tout ce bloc, donc les 138 hectares initiaux ont été placés en réserve biologique, et là en 2024-2025, on a travaillé donc sur l'extension de la réserve. Donc ça, c'est un travail qui a été concerté, qui faisait partie de notre contrat de projet, notre premier contrat de projet. Donc pour aboutir à l'extension donc de la réserve sur toute cette partie-là et sur ce secteur-là qui est le secteur en fait où on a les sources de l'Uvonne. Donc c'est un fleuve qui va se déverser sur Marseille, où il y a des vasques de tuf, de calcaire, donc qui sont très sensibles. Donc c'est pour ça qu'il a été intégré aussi à la démarche de réserve. Donc là on est sur 488 hectares. On est passé de 138 à 488. C'est un travail qui a été mené donc en concertation avec les partenaires et un peu tous les acteurs pour aboutir à une réglementation, puisqu'on est dans une réserve biologique où on a pu travailler donc sur les thématiques vélo, chevaux via des ateliers thématiques où on a en fait dédié des zones où on l'autorisait et des zones où on ne pouvait pas le faire, et tout ça s'est réalisé de manière concertée avec les fédérations, enfin avec tous les acteurs du territoire. Et on a réalisé de même pour tout ce qui était pratique pédestre, sur les sentiers qu'on va maintenir ouverts, et sur un peu tout. Enfin, on en reviendra après, mais on a même fermé des itinéraires qui étaient ouverts pour des raisons de sécurité, parce qu'on a eu des gros soucis en 2019 de dépérissement dans la vieille forêt. En fin 2019, on a eu des chutes d'arbres très prononcées, donc ça c'est sur les quelques mois, ce qui a abouti en fait à une fermeture totale de la forêt du cœur de forêt. On n'avait plus ni les moyens ni la possibilité de mettre en sécurité les cheminements, parce que sur ce cœur de vieille forêt, on canalisait le public sur quelques sentiers pour pas qu'il y ait là le hors-chemin maintenant il est interdit à cause justement des chutes d'arbres, et on n'arrivait plus à le tenir. Donc il y a eu un gros boulot de concertation là sur cette thématique là, parce que sur la Sainte-Baume, vu qu'on est dans une réserve qui a toujours été protégée, même les abattages des bois morts dangereux en bord de sentier posaient problème.
Et si on coupe sans expliquer, on l'avait déjà eu fait, c'était très compliqué après à rattraper le coup en expliquant qu'on n'avait pas le choix, l'arbre il était en train de tomber sur le chemin. C'était pas facile. Donc là, on a fonctionné différemment. Donc on a fermé la forêt avec le soutien de la commune, donc par arrêté municipal, panotage, cartographie. On a communiqué avec les réseaux sur le parc. Et on a créé un comité de pilotage pour étudier la thématique, et on a associé également tous les acteurs du territoire, dans les associations, les ligues de protection des oiseaux. Enfin, on avait beaucoup de monde qui se sont penchés dessus. Ça, c'était le cœur de la vieille forêt. Tout ce qui était en rouge était fermé. On a réouvert en premier lieu les zones vertes. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième, c'était celle-là, où on a laissé encore des zones fermées. Et une troisième phase, on a réussi à tout réouvrir en fin d'année 2020, début d'année 2021. Ce qui a été convenu, c'est qu'en fait, on a réalisé en premier lieu une expertise arbre conseil, où une personne qualifiée de l'ONF est venue arbre par arbre nous dire si c'était un arbre qu'il fallait enlever ou élaguer, etc. Suite à ça, en parallèle, on a fait venir des experts entomos, parce qu'on a des espèces protégées sur la Seine-Baume, dont le topin violacé et l'osmoderme, chiroptérologues, oiseaux, etc. On a pu donc, comme je vous dis, réouvrir une bonne partie. Cette partie-là du bas de forêt est restée fermée parce qu'il y avait des nidifications dans des arbres. Donc on a laissé donc des zones fermées donc pendant 6-7 mois. Voilà, arrêté municipal, etc. Et on a privilégié du coup tout ce qui était élagage et maintien d'arbres sur pied, plutôt que de l'abattage quand on le pouvait. Donc il y a eu des travaux qui se sont faits à la nacelle sur le bas de forêt. Pour arriver en fait à la mise en place d'un protocole de mise en sécurité, c'est-à-dire que dès qu'on va intervenir maintenant sur les abattages d'arbres, on applique le protocole qui est sorti de ces ateliers de concertation et qui a été validé par tous. Donc là, on travaille nous beaucoup sur de l'inventaire, sur les arbres en bord de chemin, pour savoir si au temps où on réalise l'inventaire, il y a la présence d'espèces protégées ou pas. Et on a travaillé sur de la saisonnalité, sur du maintien au maximum d'arbres sur pied. Et dans tous les cas, le bois reste sur place, mis à part quand il tombe sur l'emprise des chemins. Donc ça, c'est dans le cas, on va dire, normal, où on peut anticiper les travaux. Et il y a un autre cas où on ne peut pas, c'est-à-dire, ça nous est arrivé là, qu'il y a un gros hêtre qui s'est ouvert en deux juste au niveau de la grotte, sachant que c'est des secteurs, là, je ne vous ai pas dit, mais on a réalisé une étude de fréquentation. On est à 230 000 visiteurs en 2023 sur le chemin, sur 2 sentiers, en fait. Donc on est sur une fréquentation assez importante sur un petit territoire, et on a 45 jours de saturation de site, répartis un peu sur toute l'année. Donc dans ces situations-là, on travaille de concert avec le parc, puisque nous on est une démarche forêt d'exception qui est co-animée avec le parc naturel régional de la Seine-Baume. Donc là, je les excuse, ils devaient m'accompagner, mais ils n'ont pas pu. Donc on a un diagnostic qui est fait du coup de l'arbre à problème. Donc là on va faire venir tout ce qu'on peut pour être sûr qu'il n'y ait pas d'enjeu majeur. S'il y a un enjeu, on ferme l'accès, et si on peut intervenir, on intervient. Ça nous permet de désamorcer beaucoup de conflits et de problématiques d'usage. On en a eu encore malgré ça, mais vu que l'ensemble des partenaires est impliqué dedans, ça se résout beaucoup plus rapidement. Et en parallèle à ça, on a mis aussi tout ce qui est du panotage pour prévenir des risques en bordure de forêt. Puisque nous, on a pris le parti de déséquiper le cœur de forêt de mobilier. Donc on a des parkings aux portes d'entrée et on communique du coup à ce niveau-là. Merci Grégory. Tu peux retourner à ta place pour le moment, et nous allons maintenant parler de la sylviculture qui fait aussi partie du patrimoine, en particulier la futée régulière du chêne. Et c'est Yves Ducos, chef de l'inspection générale de l'ONF, qui va nous en parler avant qu'on le voit directement sur le terrain cet après-midi à Bercy. Bonjour à toutes et tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver à Jupille et en Bercé, superbe territoire où j'ai eu l'honneur d'exercer en tant que forestier il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. À l'époque, j'étais chef de service au Mans. Je vais vous parler aujourd'hui de patrimoine culturel immatériel. C'est en fait le point commun entre la baguette française, les trompes de chasse et la distillation du cognac.
Ces 3 éléments sont des éléments du patrimoine culturel immatériel français et sont même devenus des éléments du patrimoine mondial. Et donc, nous, en tant que forestiers, il nous a semblé qu'il était nécessaire, utile, de faire reconnaître nos savoirs et savoir-faire. Et ça a été le cas le 8 juin 2022, puisque c'est à cette date-là que la futée régulière de chênes a été inscrite au patrimoine culturel immatériel français. Première étape peut-être, avec une inscription au patrimoine mondial. La futée régulière de chênes, un enjeu patrimonial fort. Là, je vais prolonger, rebondir sur ce qui a été dit depuis ce matin. La futée régulière, c'est un mode de sylviculture parmi les sylvicultures que pratiquent les forestiers, et notamment les forestiers de l'ONF, mais c'est certainement le plus ancien. C'est un savoir-faire particulier des forestiers publics, qui a été incarné plus récemment par l'ONF, mais qui existe aussi en forêt privée. C'est un savoir-faire très ancien, puisque on pourrait dire que du haut des chênes de Bercé, c'est plus de 4 siècles de sylviculture qui vous contemplent. C'est un savoir-faire qui a été codifié plus récemment. On peut le faire remonter ça à la création de l'école forestière de Nancy, qui est en train de fêter ses 200 ans. C'est un savoir-faire qui illustre l'excellence de la sylviculture du temps long. J'ai parlé de 4 siècles. Aujourd'hui, une révolution pour un chêne à Bercé, c'est 180-200 ans. Pour un chêne pédonculé dans l'Adour, c'est une centaine d'années. C'est énorme, évidemment, à l'échelle humaine. Et on peut vraiment parler de temps long. C'est une sylviculture qui a produit les paysages emblématiques que vous connaissez ou que vous allez découvrir cet après-midi, ces fameuses futaies cathédrales auxquelles les Français sont tellement attachés, sans bien comprendre que derrière ces futaies, il y a du travail, il y a la succession de forestiers qui a produit ces fabuleux paysages que les gens ne voudraient plus voir bouger, alors qu'ils sont issus du travail de l'homme. C'est une sylviculture qui produit des bois d'exception, indispensables à nombre d'artisans, qui eux-mêmes ont des savoir-faire et produisent des choses, des produits reconnus. On pense aux tonneaux, bien sûr, qui aujourd'hui sont le débouché principal des plus beaux chênes. Tonneaux qui vont servir à améliorer les grands vins de France, Bordeaux, Bourgogne, les grands vins du monde entier, puisque les vins californiens, les vins italiens, les vins espagnols sont élevés en fûts de chêne français, mais également les spiritueux, Armagnac, Cognac, et je n'oublie pas les rhums de la Martinique, excellents spiritueux également. Ce sont des chênes aussi qui produisent des charpentes, et on reviendra sur Notre-Dame. Et donc ça concerne la France et le monde. Ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est un savoir-faire qui génère une biodiversité exceptionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les débats qu'il peut y avoir dans le monde forestier entre tel et tel type de sylviculture, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sylviculture en futaies régulières, telle qu'elle est pratiquée à Bercé, dans un certain nombre d'autres forêts, produit une biodiversité, notamment vis-à-vis de l'avifaune, des oiseaux, puisque la diversité des paysages que génère la sylviculture en futaies régulières propose des écosystèmes, des cadres de vie à différentes espèces, et on compte notamment une avifaune particulièrement riche dans les futaies régulières. Et puis c'est une sylviculture basée sur la régénération naturelle, on mise avant tout sur la régénération naturelle. C'est une sylviculture écologique, une sylviculture zéro phyto. Je vais reprendre l'expression de notre directeur général adjoint, c'est une sylviculture bio, voilà, qui devrait être reconnue comme telle. La futaie régulière de chêne, ici on se trouve dans le vaste bassin ligérien, qui englobe la forêt de Bercé, qui englobe la forêt de Troncé, d'autres forêts, Blois, Chinon, Reynaud-Valdieu, etc. Mais il y a d'autres bassins de production de chênes en France. Il y a tout le quart nord-est, Lorraine, etc., une partie de la Bourgogne. Mais il y a également le sud-ouest, qui m'est cher, avec les chênaies de l'Adour. Et c'est donc tout cet ensemble de chênaies que nous avons voulu embarquer dans cette aventure, alors qu'à l'origine, c'est vrai que l'histoire était partie de la chênaie ligérienne. Patrimoine culturel immatériel, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de pratiques, expressions ou représentations qu'une communauté humaine reconnaît comme faisant partie de son patrimoine parce qu'elle procure à ce groupe humain un sentiment de continuité et d'identité. Cette définition, on va y revenir, on se l'est appropriée, nous forestiers, mais pas que les forestiers, ça a été évoqué par un certain nombre d'intervenants,
Pour qu'il y ait patrimoine, il faut qu'il y ait collectif, il faut qu'il y ait des communautés qui s'emparent de cette notion de patrimoine et qui aient envie aussi de relayer. Quand nous avons contacté à l'origine du dossier le ministère de la Culture, il est assez vite apparu qu'il y a très peu de dossiers du patrimoine culturel immatériel français qui soient liés à la nature et au savoir-faire lié à la nature. Et donc pour nous et pour le ministère de la Culture, c'était intéressant de travailler avec nous et nous avons engagé un travail très, très précieux avec Thomas Mouzard, qui était le représentant à l'époque du ministère de la Culture sur ces sujets-là. Je l'ai dit, cette démarche est partie de la région centre, de la direction territoriale centre-ouest Aquitaine, mais assez vite, le comité de direction nationale a décidé de l'élargir à l'ensemble des futaies régulières de chênes, aussi bien chêne Cécile que chêne pédonculé, puisque vous savez ici, c'est le chêne Cécile qui domine, mais quand on est dans la vallée de l'Adour, c'est le chêne pédonculé. Pour donner une vocation nationale à cette démarche qui au départ aurait pu se cantonner sur une vision très, très locale, très, très régionale, mais qui ne répondait pas finalement à la nécessité de faire reconnaître ce savoir et ces savoir-faire des forestiers. Et donc nous avons aussi essayé et nous avons embarqué la forêt privée, puisque je l'ai dit, la futaie régulière est née dans les grandes forêts domaniales, mais elle s'est aussi étendue à un certain nombre de grands massifs forestiers privés. Et pour qu'il y ait patrimoine, il fallait mobiliser tous les acteurs, pas simplement les forestiers. Donc nous avons embarqué les propriétaires forestiers, notamment les forêts communales, avec la Fédération nationale des communes forestières, j'y reviendrai, les gestionnaires, les experts forestiers, donc y compris en forêt privée, des naturalistes, des associations de protection de l'environnement, j'ai parlé de la biodiversité, la filière bois, on a évoqué les usages de ces bois, mais au-delà de la filière bois, les utilisateurs en aval, producteurs de vin et de cognac, et également, bien sûr, puisqu'on parle de patrimoine et de transmission, il fallait associer des ethnologues, des enseignants, des chercheurs, des historiens, comme ceux qui sont exprimés depuis ce matin. Le dossier, c'est un dossier assez simple, qui a été construit autour d'un mémoire d'une trentaine de pages, que nous avons coproduit avec un certain nombre de partenaires. Ce dossier, il avait pour vocation d'illustrer la valeur patrimoniale des savoirs et savoir-faire forestiers, pour démontrer aussi que c'est un caractère vivant et dynamique. C'est un patrimoine qui a vocation à être transmis. Les forestiers sont des passeurs, c'est un terme qui a aussi été employé ce matin. Notre idée, c'est que l'on récupère les savoir-faire, les acquis de centaines d'années de foresterie, et qu'on les transmette, pas forcément dans l'état actuel, mais adaptés aux nouvelles circonstances, au changement climatique, aux forestiers, parce qu'on espère que les forestiers, il y en aura encore dans 400 ans. Ce dossier donc a associé les différents acteurs. Nous avons recueilli plus de 180 lettres de consentement et de soutien, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales, des forestiers, des industriels du bois, des maires de communes forestières, etc., qui ont souhaité apporter leur soutien à la démarche. Nous l'avons accompagné d'un film de présentation et aussi d'un montage de simulation 3D en forêt d'Orléans pour illustrer la dimension paysagère de cette technique. On a aussi parler de paysage, bien sûr. Et le dossier a été présenté donc, et accepté devant le comité du patrimoine et d'ethnologie le 8 juin 2022. Ce dossier s'est appuyé sur un comité stratégique avec de personnel d'ONF, mais également, je l'ai dit et je l'ai souligné, sur un comité de partenaires associant une douzaine de membres. Et pour illustrer la diversité de ces partenaires, je vais reprendre la liste des personnes qui étaient impliquées. Autour de 3 cercles, un cercle de gestionnaires et de propriétaires, un cercle d'acteurs de la filière et un cercle d'acteurs impliqués à l'aval au niveau économique. Dans le premier cercle, il y avait le directeur général adjoint de l'époque, j'étais associé avec le directeur commercial bois de l'ONF, avec le président de la Fédération nationale des communes forestières, qui représentait donc la forêt communale, et avec un expert forestier privé, M. Philippe Gourmin. Du côté des acteurs de la filière au sens large, nous avions des représentants de la Fédération nationale du bois,
des représentants du syndicat des mérandiers de France, confère la tonnellerie, le trésorier de Charpentiers sans frontières, et puis 2 associations de protection de la nature, l'association Humanité et Biodiversité, qui était représentée par Nathalie Jopard-Chouroux, et puis le président de l'association Sarthe Nature Environnement, Jean-Christophe Gavalet, que je salue, qui a souhaité nous accompagner dès l'origine de la démarche. Nous avions aussi une enseignante-chercheur de l'INRA, Myriam Fournier, le président de France Bois-Forêt à l'époque, Jean-Michel Servan, qui est aujourd'hui le délégué interministériel à la forêt et au bois, et puis Véronique Dacier a été associée également. Je n'ai plus que 5 minutes, c'est noté, mais je vais y arriver. Dans le 3e cercle, nous avions associé des gens très intéressés par nos produits. C'était notamment Jean-Bernard Delarquier, qui est le président de l'association, qui a élaboré le dossier patrimoine culturel immatériel pour le cognac. Donc, il nous a apporté à la fois tout son intérêt pour nos produits, mais également le savoir-faire qu'ils avaient pu développer avec l'appui de certains muséologues pour faire monter la distillation du cognac au titre du patrimoine culturel immatériel français et également du patrimoine de l'UNESCO. Nous avions associé la directrice terniste de Château-Latour. Comme nous sommes sur des forêts d'exception, il nous fallait un vin d'exception. Donc nous avons associé sans doute un des plus grands domaines de Bordeaux. Et donc, je le souligne, avec la contribution de Thomas Mouzard, qui était le chargé de coordination au ministère de la Culture et qui nous a vraiment accompagnés méthodologiquement tout au long de la démarche. Qui dit patrimoine, dit sauvegarde de sa patrimoine et donc nécessité de mettre en place un plan d'action. Donc dès l'origine, nous avons élaboré un plan d'action, je vais aller assez rapidement, avec quelques axes identifiés autour d'un travail sur le vocabulaire forestier. On le sait, dans l'incompréhension parfois entre les forestiers et la société, il peut y avoir la difficulté du vocabulaire. Donc nous pensons qu'il faut faire évoluer ce vocabulaire pour favoriser le dialogue. Il y a l'idée de créer des événements festifs autour de l'exploitation du bois, autour de la transmission des usages nobles du bois. Et je pense qu'à ce titre, ce qui a été fait autour de la restauration de Notre-Dame était d'une certaine manière des événements festifs. L'idée d'avoir des applications mobiles pour découvrir les forêts et les massifs emblématiques. L'idée d'associer l'art aussi. Et là, on fait référence à une opération qui s'est déroulée en 2021 en forêt de Bercé, l'opération Tabouret. Nous avons lancé des études anthropologiques avec différents étudiants pour mieux comprendre les relations entre la forêt et la population. Nous devons aussi travailler dans nos pratiques. Je l'ai dit, nos pratiques, elles sont héritage de 4 siècles au moins de sylviculture, mais nous continuons à les faire évoluer. Donc nous devons nous interroger sur peut-être la taille de nos outils de gestion, sur leur forme, dans un souci de paysage. Nous devons encore et toujours travailler sur la concertation et le dialogue, et aussi s'interroger sur l'avenir de cette filière, l'avenir de ces produits. Est-ce que demain, et les tonneliers nous interrogent là-dessus, est-ce que demain il y aura toujours des beaux chênes comme à Bercé, comme à Troncé, comme ailleurs, pour faire vivre la tonnellerie française et exporter aux 4 coins du monde ces produits. Ça, c'était notre plan d'action que nous avons commencé à mettre en œuvre. Et je vais terminer avec quelques actions qui ont été initiées dès le départ. Donc déjà, nous avons célébré l'inscription au patrimoine culturel immatériel. Ce n'était pas à Bercé, c'était à Troncé le 18 octobre 2022, avec plus de 120 participants, plus de 30 journalistes, surtout nationaux. Ça a été un véritable succès. Je l'ai dit, ça a été un grand honneur pour les forestiers de fournir les bois issus essentiellement, s'agissant de la flèche, de nos futaies régulières, et Bercé a largement versé sa part pour le chantier de Notre-Dame de Paris. Grosse reconnaissance. Et puis donc, nous continuons à collaborer avec les enseignants, avec la recherche, pour faire travailler différents stagiaires sur l'anthropologie et mieux comprendre les rapports entre la sylviculture et la société. Voilà en quelques mots la présentation de ce dossier. Merci. Merci beaucoup Yves.